Osons rêver l'avenir, le thème de ces semaines sociales. Et ça commence par regarder le monde tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous dans les prochaines années, les prochaines décennies. C'est ce que nous allons faire au cours de cette toute première table ronde. Pierre-Yves Le Priol le disait à l'instant, prospective et avenir envisageable. J'accueille Valérie Masson-Delmotte, Bruno Tertrais et Thierry Magnin. Bonjour à tous les trois. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes climatologue, coprésidente de l'un des groupes du GIEC. Bruno Tertrais, politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, et Thierry Magnin, docteur en physique et en théologie, président, recteur, délégué aux humanités de l'Université catholique de Lille. Alors, on va parler avec vous bien sûr de dérèglement climatique, des déséquilibres géopolitiques, démographiques, de la révolution numérique qui est en cours et qui est encore devant nous. Qu'est-ce qui nous attend ? Que peut-on réguler ? À quel niveau ? Dans quel délai ? Tout à l'heure, en ouverture de ces semaines sociales, deux représentants de la jeune génération, Nelly Valence et Foucault Giuliani, ont donné le ton. Nelly Valence, la présidente du mouvement rural des jeunesses chrétiennes, évoquait les pensées anxieuses qui l'envahissent souvent, le sentiment partagé par nombre de ses contemporains qu'on ne peut plus que subir. Quant à Foucault Giuliani, il nous disait que l'impression de sa génération, c'est souvent que l'histoire était déjà écrite. Alors qu'est-ce qui est écrit ? Justement, qu'est-ce qui est déjà écrit, qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui dépend encore de nous ? C'est la question qu'on va se poser ensemble. Chacun de vous va avoir la parole pendant une quinzaine de minutes et ensuite, pendant une demi-heure, nous échangerons ensemble et puis avec les personnes qui nous regardent et qui peuvent toujours poser des questions grâce à l'onglet chat qui se trouve juste à côté de l'écran de vidéo. Alors je commence par vous, Valérie Masson-Delmotte. Dans le domaine qui est le vôtre, le climat, qu'est-ce qui aujourd'hui est certain ? On a tendance parfois à nous annoncer l'apocalypse pour demain ou pour après-demain. Qu'est-ce qui est sûr et sur quoi peut-on encore agir ? Alors peut-être le point à retenir, c'est que le climat avec lequel on va vivre par la suite, à l'avenir, il dépend des choix qu'on fait maintenant vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre à venir. Alors je vais commencer par aborder là où on en est sur l'évolution du climat et ce qui a provoqué le changement climatique qui est déjà observé. Ensuite, j'aborderai la manière dont on explore les évolutions futures physiquement possibles, avec une large palette de scénarios. Je montrerai en quoi l'information climatique sur le climat, elle est critique pour se préparer, pour réduire les risques, pour s'adapter. Et puis la dernière chose, d'un point de vue purement de la physique du climat, qu'est-ce qui est nécessaire si on veut stabiliser son évolution ? Et puis je partagerai quelques analyses vis-à-vis de la COP26. Donc on en est maintenant à 1,1 degré Celsius de réchauffement sur la dernière décennie par rapport à la fin du 19e siècle. Et notre meilleure estimation, c'est que l'intégralité de ce réchauffement est la conséquence des activités humaines, donc avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, en partie masqué par l'effet parasol des particules de pollution. Les gaz à effet de serre qui pèsent le plus, c'est le dioxyde de carbone, donc celui qu'on met quand on brûle du charbon, du pétrole, du gaz par la déforestation ou la production de ciment. C'est lui qui pèse le plus et il a un effet cumulatif. C'est-à-dire que ce qui va déterminer le pic, le niveau de réchauffement à venir, c'est le cumul de nos émissions passées, présentes et futures de CO2. Et tant que nos émissions dues aux activités humaines ne seront pas à zéro, le climat continuera à dériver. Puis le deuxième facteur qui pèse le plus, ce sont nos rejets de méthane. Donc le méthane, c'est aussi des fuites liées à l'utilisation des gaz fossiles. Et puis c'est aussi dans le monde l'augmentation de l'élevage de ruminants et la fermentation des déchets. Donc des émissions pour ces gaz à effet de serre qui ont augmenté. Et sur les derniers 10 ans, on est à des niveaux records depuis la révolution industrielle. En partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Et si on regarde, en fait, ce qu'on voit, c'est que les politiques publiques visant à améliorer la qualité de l'air ont porté leurs fruits. Puisque, en Europe, en Amérique du Nord, sur ces particules polluantes, le pic a été atteint, en fait, à la fin du siècle dernier. Et c'est le cas au niveau planétaire, ça baisse lentement, même si on a encore des émissions polluantes de particules très élevées dans certaines régions d'Afrique ou d'Asie du Sud. Ça montre que les politiques publiques, ça fonctionne. Donc, sur la dernière décennie, on a un peu perdu l'effet parasol de ces particules de pollution. Et puis, on a continué à rajouter des gaz à effet de serre. Les deux facteurs ont fait augmenter, finalement, le poids de l'influence humaine sur le climat. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est irréversible ? C'est l'accumulation de chaleur dans l'océan. Sur ce réchauffement qui est observé, la chaleur qui ne part plus vers l'espace, le plus gros, 90%, rentre dans l'océan, qui met des siècles à se mélanger. Donc, ça va jouer le rôle en fait d'accumulateur. Donc on ne peut pas revenir en arrière sur le réchauffement qui a déjà eu lieu.
Si on mettait tout à zéro, si on mettait à zéro demain les émissions mondiales de dioxyde de carbone, c'est une vue de l'esprit, hein, en fait, on estime que sur 50 ans, il n'y aurait pas de tendance nette du réchauffement de surface. Donc ça montre à quel point, finalement, l'évolution future du climat dépend de ce qu'on va faire maintenant pour le réchauffement de surface. Alors pourquoi le réchauffement à la surface de la Terre, c'est important ? Parce que de nombreux aspects, ils sont directement reliés. Plus le curseur monte au niveau planétaire, plus il monte au-dessus des continents, plus fort que la moyenne planétaire, très fort près de l'Arctique. Plus le niveau de réchauffement augmente, plus on va avoir une intensification des extrêmes chauds qui vont devenir plus fréquents et on va battre des records. Et c'est dû à l'influence humaine sur le climat. Plus on augmente le niveau de réchauffement planétaire, plus on intensifie les pluies torrentielles, parce que l'atmosphère, quand elle est plus chaude, elle peut contenir plus de vapeur d'eau, et donc une tempête avec la même trajectoire dans un climat plus chaud peut donner lieu à des cumuls plus élevés. Le dernier exemple que je veux donner, c'est celui des sécheresses. Donc dans les régions de climat méditerranéen, les régions comme la Californie, le sud de l'Afrique, certaines régions d'Amérique du Sud ou d'Australie, et tout le tour de la Méditerranée, un climat qui se réchauffe, c'est moins de précipitations, en particulier en été. Et puis c'est une atmosphère plus chaude qui va forcer plus d'évaporation, de transpiration des sols. Et ça exacerbe en fait la fréquence, la sévérité des sécheresses. Donc ces caractéristiques-là, ce sont quelques-unes parmi d'autres, augmentent directement à mesure du degré de réchauffement planétaire. C'est aussi le cas pour les conditions chaudes et sèches propices aux incendies de forêt, qui touchent des saisons plus longues, des régions nouvelles, à mesure qu'on monte le curseur sur la température à l'échelle de la Terre. Donc, ce que j'essaie de décrire, c'est que finalement, chaque région du monde, elle est affectée de multiples manières, des tendances, des extrêmes, des seuils dont on sait aujourd'hui qu'ils provoquent des effets. Par exemple, certains rendements agricoles qui n'augmentent plus malgré les progrès des techniques agronomiques, parce qu'il y a des conditions de stress de température ou de stress en eau. Des effets composites sur les écosystèmes. Alors, sur les écosystèmes terrestres, la végétation, elle stocke aujourd'hui 31% de nos rejets de CO2, une saison de croissance qui augmente. Mais dans certaines régions, cette croissance, elle est limitée par le manque d'eau, en fait, ou par des extrêmes chauds. Et puis dans l'océan, c'est des changements composites. Un océan qui se réchauffe avec plus de vagues de chaleur aussi, donc des effets dommageables sur les récifs de coraux, une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales, un océan qui s'acidifie en stockant 23% de nos émissions de CO2, et puis un océan qui se mélange moins bien, qui perd de l'oxygène, donc ça affecte aussi la vie marine. Et ça dépend directement de ce qu'on fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement. Donc tous ces aspects que je décris vont dépendre des incréments de réchauffement à venir. C'est-à-dire ce qu'on va expérimenter dans chaque région va dépendre du niveau de réchauffement à venir quasi directement. Mais on a aussi mis en mouvement les composantes lentes. J'ai parlé de l'océan, plusieurs siècles pour se mélanger, les glaciers, plusieurs décennies pour s'ajuster au climat d'aujourd'hui. Donc quand l'océan se réchauffe, il gonfle. Quand les glaciers fondent, le volume de l'océan augmente. Depuis les années 90, le Groenland perd plus de masse par fonte en été, et certains secteurs de l'Antarctique s'écoulent plus vite, et ça conduit à une accélération du rythme de montée du niveau des mers. Et ça, c'est inexorable. C'est-à-dire, vu le temps d'ajustement, ça va se poursuivre à des échelles de temps de siècles à millénaires, mais l'ampleur, le rythme, va dépendre de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur les évolutions futures, on explore des scénarios très contrastés, des narratifs en fait de développement, de choix de développement très contrastés. Certains avec une très forte baisse ou une baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un scénario de stagnation intermédiaire, des scénarios de hausse ou très forte hausse. Bonne nouvelle, du fait de politiques publiques mises en place, de ruptures technologiques sur l'électricité bas carbone en particulier, ces scénarios de très forte hausse sont aujourd'hui moins plausibles. Donc, dans tous les cas, on s'attend à ce que le niveau de réchauffement planétaire augmente dans les prochains 20 ans pour atteindre autour d'1,5 degré. Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre stagnent proche du niveau actuel, quelques décennies avant de baisser lentement, dans ce cas-là, en fait, on dépasserait même un niveau de réchauffement de 2 degrés autour de 2050. Ce sont les deux objectifs de l'accord de Paris sur le climat, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés ou proche de 1,5 degré. Donc, s'il n'y a pas une baisse importante, rapide, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde dans les années à venir, on ne tiendra pas ces objectifs. Et les promesses qui ont été faites et réactualisées au moment de la COP26, elles impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre stagnent à un niveau proche de la moyenne des derniers 10 ans, à horizon 2030. Donc ce n'est pas du tout une trajectoire de baisse ou de forte baisse,
Donc ça va impliquer un réchauffement qui va se poursuivre. Alors ce qu'on peut dire également, c'est que chaque incrément de réchauffement supplémentaire va amplifier les changements que j'ai décrits tout à l'heure dans toutes les régions, avec en particulier une compréhension plus fine de l'intensification du cycle de l'eau. Parce que finalement, pourquoi ça compte en fait, différents niveaux de réchauffement? Ça compte par rapport à des enjeux de sécurité. Sécurité en eau dans les régions où l'utilisation est tendue, sécurité alimentaire du fait des effets sur les rendements agricoles, sécurité des habitats, par exemple dans les zones côtières, les zones sujettes aux aléas d'inondation. Donc c'est très clair que dans un climat qui se réchauffe, le cycle de l'eau s'intensifie. Donc les contrastes augmentent entre les régions humides et les régions sèches. Les événements et les saisons très humides ou très secs vont être plus fréquents et plus intenses. Donc ça, ce sont des enjeux majeurs en fait d'anticipation, de gestion de l'eau, délicats parce que l'intensification veut dire se préparer à des situations avec une variabilité plus importante. Donc, qu'est-ce que ma communauté scientifique met finalement sur la table? Ce sont des connaissances fines de ces facteurs climatiques potentiellement générateurs d'impact dans chaque région à horizon des prochaines décennies, en fonction du niveau de réchauffement planétaire ou du scénario d'émissions de gaz à effet de serre. On a par exemple un outil sur la base des sciences ouvertes qu'on appelle un atlas interactif qui est en ligne et qui permet à chacun d'accéder à ces données, de les intégrer pour se préparer. Donc c'est vraiment pour moi le message le plus important. Il y a des changements qui vont être inévitables, mais on peut anticiper, on peut changer la planification, par exemple, des zones à risque d'inondation en intégrant l'évolution du climat. On peut identifier aujourd'hui les vulnérabilités, les expositions, agir pour les réduire. C'est vraiment tout l'enjeu des stratégies d'adaptation qui sont indispensables pour avoir un mode de développement qui soit résilient dans un climat qui change. On n'est pas tous égaux devant cette situation-là. Et une des tensions qui est de plus en plus croissante dans les négociations sur le climat, c'est l'absence totale en fait de mécanismes de solidarité avec ceux qui n'ont pas eu d'émissions historiques et qui font face aux pertes et aux dommages aujourd'hui dus à l'influence humaine sur le climat. Donc il n'y a pas eu d'avancée à la COP26 sur ce point-là. Et puis dans les montants qui ont été prévus des pays du Nord vers les pays du Sud, le montant qui avait été promis il y a une dizaine d'années n'a pas été complètement mis sur la table. Et les pays les plus vulnérables ont demandé à ce que la part de ce financement climat alloués à l'adaptation soit doublée et l'ont obtenu. Donc environ 40% des budgets prévus devraient être fléchés pour aider à l'adaptation dans les pays les plus vulnérables. Eux considèrent, en tout cas leurs négociateurs, considèrent que c'est une avancée au moment de la COP26, cette allocation de ressources pour l'aide à l'adaptation. Et puis donc la dernière chose, c'est d'un point de vue vraiment du fonctionnement du climat, qu'est-ce qui est nécessaire pour le stabiliser? Première condition, atteindre le plus vite possible des émissions mondiales de CO2 à net zéro. Alors la marge de manœuvre, on peut la traduire en budget carbone résiduel. Celle compatible avec un réchauffement d'1,5 degré, on l'aura brûlée en fait dans une dizaine d'années au rythme actuel. Donc c'est ce qui montre le côté inexorable. Si on a une baisse rapide, notre marge de manœuvre augmente. Il y a des promesses de à peu près 75 pays, des pays qui représentent 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, d'atteindre des émissions à net zéro. Alors ces promesses sont exprimées souvent de manière floue, entre 2050 et 2070, mais ça fait partie des premières étapes, disons, d'engagement pour atteindre cette neutralité carbone, qui est une condition clé pour limiter le réchauffement, avec des enjeux d'implémentation, de crédibilité, d'alignement avec les enjeux de court terme. Et puis dernière chose qu'on a mise en avant, la possibilité d'agir également sur les émissions de méthane. Donc, pour améliorer la qualité de l'air, ce qui est un enjeu majeur de santé publique, on a des actions pour réduire les émissions de particules et on perd leur effet de masque. Donc pour éviter une pénalité climat, on peut réduire rapidement les rejets de méthane avec des bénéfices rapides, puisque c'est un gaz à courte durée de vie dans l'atmosphère. Et ça permettrait de ne pas avoir d'effet net sur le climat et en même temps de gagner doublement en qualité de l'air, puisque quand on met du méthane dans l'atmosphère, c'est un précurseur de la formation d'ozone en surface qui est un polluant, néfaste pour la santé, néfaste pour la croissance des végétaux. C'est un point qu'on a souligné. Il y a eu une avancée à la COP26 dans cette direction, avec un engagement de pays qui représentent la moitié des émissions mondiales de méthane, de viser à réduire d'à peu près 30% ces émissions d'ici à 2030. On voit donc, merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte, ce qui est extrêmement clair, c'est que
dans votre... on dit souvent que la démographie est l'une des sciences les plus précises, les plus exactes. Dans votre champ, c'est-à-dire la climatologie, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre aujourd'hui du certain ou du quasi-certain, même si on voit qu'on a encore des marges de manœuvre. Oui. On va avoir l'occasion d'en reparler. Je vais donner la parole à Bruno Tertrais d'abord. Alors là, pour le coup, quand on interroge le politologue sur ce qui va se passer et qu'on lui demande de faire de la prospective, c'est une activité, on va dire, à risque parce que, évidemment, le champ des possibles est beaucoup plus vaste, manifestement. Sauf dans le domaine de la démographie, qui est un des domaines que vous m'avez demandé de citer et qui partage avec la physique du climat le fait d'avoir des forces d'inertie extrêmement importantes qui donnent, dans ce domaine précis de la démographie, une certaine confiance dans les prévisions, non pas les prédictions, mais en tout cas les prévisions et les modèles que l'on peut faire sur 20 ans, 30 ans, 40 ans et même 50 ans ou plus. C'est un point commun. Les forces d'inertie sont extrêmement puissantes. Mais peut-être d'abord un éclairage sur les questions géopolitiques du moment. Et puis je vais essayer d'être un petit peu plus optimiste que ne le sont beaucoup de mes collègues, parce que je suis dans un domaine dans lequel il est très facile d'être pessimiste, mais je crois qu'ici, vous avez souhaité que ce soit aussi un espace où on puisse, sinon faire rêver, du moins ne pas cauchemarder. Voilà. Du moins ne pas cauchemarder. Je vais vous proposer 10 points, peut-être 10 bonnes nouvelles, en tout cas qui peuvent apparaître comme des choses relativement encourageantes sur l'avenir, notre avenir politique et sociétal. Le premier, qui est un des domaines sur lesquels j'ai le plus travaillé, c'est sur la guerre. La guerre, on parle beaucoup du retour de la guerre dans le monde, même sur notre continent. Mais je crois que quand on prend du recul historique, et pour faire de la prospective, c'est toujours bon de faire de la bonne rétrospective dans tous les domaines, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle dans un monde dans lequel la guerre n'est plus considérée comme un mode normal de relation entre États, ce qui, à l'aune de l'histoire de l'humanité, est tout de même assez exceptionnel. Et dans les faits, il y a évidemment beaucoup de conflits, mais il y a quasiment plus de guerres interétatiques entre États, directement opposant deux États depuis les années 1950. C'est devenu quelque chose d'exceptionnel au regard de ce qu'a été l'histoire des siècles précédents. Ça s'explique comment ? Bon, ça s'explique par des normes culturelles. Il y a quand même beaucoup plus de démocratie dans le monde qu'il y en avait il y a un siècle, par exemple. Ça s'explique par le fait que les populations, de manière générale, alors pas partout dans le monde, mais les populations occidentales, par exemple, vieillissent, et le vieillissement de la population est corrélé avec une moindre propension à la guerre. Donc sur la causalité exacte, il faut se méfier, c'est assez complexe, mais en tout cas, on peut dire que globalement, un monde vieillissant, c'est plutôt un monde dans lequel on aura sans doute une probabilité de conflit moins importante. Il y a aussi tout simplement la mondialisation du commerce des ressources. Se saisir des ressources de l'adversaire, ça a été pendant des centaines, voire des milliers d'années, un motif de guerre absolument essentiel. Et aujourd'hui, on va dire pour faire simple qu'il est plus facile d'acheter que de voler. Et que donc, ça a un coût supplémentaire de faire la guerre pour se saisir de ressources qui sont accessibles plus facilement sur le marché mondial. Attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'on ne se bat plus du tout pour les ressources. Mais quand on se bat pour les ressources, d'abord, c'est plutôt des conflits internes, des guerres civiles, et puis c'est davantage du fait de leur abondance que du fait de leur rareté. Quand vous avez des milices privées qui essayent de se saisir de minerais en Afrique, par exemple, comme c'est très souvent le cas, ou de bois précieux, ou d'autres domaines, c'est parce que c'est une ressource abondante. Localement, en tout cas. Ouais. Et c'est évidemment quelque chose de local. Deuxième point, il découle du premier. L'idée d'une grande guerre entre la Chine et les États-Unis, dont on parle beaucoup aujourd'hui, a quand même, à mon sens, une probabilité faible, non pas nulle, mais faible, parce que ce sont deux pays qui ont une situation d'interdépendance économique beaucoup plus forte que c'était le cas, par exemple, entre les États-Unis et l'Union soviétique, et puis parce qu'ils sont aujourd'hui dans une logique de ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'ils ont des armes nucléaires de chaque côté, ce qui est quand même, depuis 1945, un frein à la Grande Guerre, en tout cas, un frein à la disponibilité immédiate des dirigeants à engager le fer contre une autre puissance majeure. Le nucléaire, ça fait peur de la guerre, si vous voulez, pour faire simple. Troisième point, plus rapidement, on parle aussi beaucoup de retour de la course aux armements, mais
là encore, prenons du recul pour envisager ce qu'est la situation d'aujourd'hui, comparons-la à celle d'hier. La course aux armements de la guerre froide, c'était quelque chose d'absolument phénoménal. Il y avait 80 000 armes nucléaires dans le monde, entre 60 et 80 000 dans les années 1970. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il y a effectivement des dynamiques d'action-réaction entre États, entre les États-Unis, la Chine et la Russie notamment, mais les dépenses militaires, par exemple, comparées à la production économique, comparées au PIB, les dépenses militaires sont beaucoup moins importantes dans les États qu'elles ne l'étaient dans les années entre 1910 et 1980, si vous voulez. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de mettre en perspective. Je passe maintenant rapidement à quelques points sur les grands équilibres internationaux. Commençons par l'Europe. L'Europe, puisque c'est notre continent, que n'a-t-on pas dit depuis 20 ans sur l'Europe en danger d'effondrement, de dislocation, etc. Moi, je trouve que l'Europe, l'Union européenne, s'est trouvée extrêmement résistante aux crises. L'Europe, elle grandit dans les crises. Même on l'a vu en 2008, notamment après la crise financière, où c'est là qu'on a mis en place l'union bancaire, par exemple. On a vu aussi qu'en 2015, malgré les coups de boutoir des migrations particulièrement importantes, notamment provenant de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, l'Europe a résisté. On a vu surtout que l'Europe a résisté à la pandémie, elle a même fait un saut qualitatif assez positif en proposant pour la première fois une mutualisation des dettes, qui est un saut dans la construction européenne tout à fait significatif. Donc cette résistance de l'Europe, cette capacité à grandir dans les crises, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez important à mettre en perspective pour l'avenir. Un mot sur l'Amérique, c'est une cinquième bonne nouvelle, mais je dirais que je vais passer rapidement dessus parce que là encore, on pouvait être très inquiet sur l'avenir de l'Amérique jusqu'en novembre 2020. Bon, quelles que soient nos préférences politiques, l'Amérique de 2020, l'Amérique de 2019, ce n'était pas une Amérique qui allait bien, c'était même une Amérique qui faisait peur. On a vu que ce grand pays est capable de s'adapter, de changer de pied, de se remettre au travail. La capacité d'adaptation de l'Amérique à l'après-Biden et à l'après-pandémie est tout à fait stupéfiante, tout à fait phénoménale. À l'après-Trump, oui. À l'après-Trump. Ça sera peut-être le cas pour l'après-Biden aussi. Alors, je ne vais pas être trop long là-dessus parce que M. Trump n'est pas totalement mort politiquement et le camp qu'il représente, les forces politiques qu'il représente, pourraient revenir au pouvoir. Mais en tout cas, je crois que ça a été, notamment sur le plan économique, et c'est important pour toute la croissance mondiale, pour toute l'économie mondiale, quelque chose d'assez positif. Alors, un dernier point là-dessus aussi sur la régulation internationale, puisque vous avez utilisé ce mot. Revenons 1 an et demi en arrière. Que n'a-t-on pas dit en avril, mai, juin, juillet 2020 ? L'effondrement de l'ordre international. Le Covid allait mettre par terre, mettre à bas toutes les institutions qu'on avait construites, tout l'ordre qu'on avait construit depuis 1945. Ça n'a pas été le cas. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tout ça a été formidable. On pourrait parler très longuement des imperfections du rôle de l'Organisation mondiale de la santé, notamment du fait du rôle négatif qu'a joué la Chine à ce propos. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées, mais on a quand même un système de solidarité, d'alerte et de solidarité qui n'a pas trop mal fonctionné. Le monde s'est beaucoup mieux adapté à la pandémie de Covid que ça n'aurait été le cas il y a 30 ou 40 ans, surtout en période de guerre froide. Donc là, je crois aussi qu'il faut voir le verre au moins à moitié plein, tout autant qu'à moitié vide, sans parler bien sûr des extraordinaires progrès, mais là je sors de mon domaine. Le fait qu'on ait inventé des vaccins aussi rapidement, aussi efficaces aussi rapidement, c'est quelque chose d'inédit et d'absolument extraordinaire. Je ferme la parenthèse parce que je m'éloigne un tout petit peu du sujet sur lequel vous m'avez demandé de parler. J'en viens à la démographie, c'est peut-être mon 7e point. Certains d'entre nous avons vécu, au moins 2 ou 3 d'entre nous avons vécu dans l'idée qu'il y avait une explosion démographique. Moi, quand je faisais mes études, on parlait de l'explosion démographique du tiers-monde. C'est fini, c'est terminé. La bombe démographique n'a pas explosé. La courbe de fécondité, de natalité sont 2 courbes différentes, mais qui sont à peu près les mêmes, a ralenti de manière tout à fait stupéfiante, beaucoup plus vite que la plupart des démographes, en tout cas ceux de l'ONU, ne l'anticipaient dans les années 70 et 1980. Donc bien sûr, on est encore en phase de croissance démographique. Je reprends l'exemple des gaz à effet de serre, je reprends l'exemple du climat. Les forces d'inertie sont très puissantes, mais on est déjà en train d'entrevoir le moment où la population mondiale va se stabiliser et
et peut-être même... Autour de 10 milliards Alors, il y a en gros, pour 2100, mais alors là, franchement, soyons très très prudents parce que c'est comme le GIEC, on est dans les scénarios et les courbes divergent entre les scénarios les plus probables, enfin, entre les scénarios extrêmes, les courbes sont extraordinairement divergentes. Mais les projections, et non pas les prédictions, et ni même les prévisions, les projections d'aujourd'hui, c'est à l'horizon 2100, entre 9 et 11 milliards d'habitants sur la planète. Ça ira peut-être beaucoup, cette stabilisation ira peut-être beaucoup plus vite. Il y a des études très importantes qui sont en train d'être faites en croisant les scénarios économiques et les scénarios démographiques, donc pas seulement démographiques, qui montrent que finalement la stabilisation de la population mondiale pourrait se faire encore plus rapidement que prévu. Donc il n'y a pas eu d'explosion, il n'y en aura pas. Il y a simplement certaines parties du monde, notamment l'Afrique subsaharienne, qui n'ont pas encore fait ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire ce passage d'une démographie de pays non développés à une démographie de pays modernes. Ça, effectivement, c'est tout à fait significatif, puisque l'Afrique subsaharienne va croître encore pendant très longtemps, mais au niveau mondial, cette idée d'une explosion démographique n'est plus du tout... plutôt pertinente, au point même d'ailleurs qu'on peut se demander si dans certains scénarios, le problème, ça ne sera pas sommes-nous trop nombreux, mais peut-être ne sommes-nous pas assez nombreux. Donc ça, c'est des réflexions qu'il est intéressant d'avoir dès aujourd'hui pour sortir un peu du cadre intellectuel dans lequel certains d'entre nous ont été pendant longtemps, à savoir comment gérer une croissance très rapide de la population mondiale. 8e dernier, et presque dernier point, il m'en reste 3. Donc 8e point, la question de l'adéquation entre les populations et les ressources. Et il est lié au précédent. Si la population mondiale se stabilise, même autour de 10-11 milliards de personnes, sur Terre, il y a assez de ressources pour tout le monde. Donc le problème n'est pas les ressources au niveau mondial. L'alimentation, l'eau, tout ça est gérable, il n'y a pas de problème le récipient est vide, on peut plus se servir. Les ressources, c'est un problème local, régional, mais pas un problème mondial. Je connais bien sûr les situations de stress hydrique, je connais bien sûr les problèmes de désertification des sols. Tout ça, évidemment, pose d'énormes problèmes localement et régionalement, mais si la question est de savoir est-ce que la planète peut nourrir 11, 12 milliards de personnes, la réponse est très probablement oui. Et d'ailleurs, je note que la famine, au sens premier du terme, c'est-à-dire les gens qui meurent de faim, la famine a quasiment disparu. Avec une petite inversion quand même depuis quelques heures. Pas de famine, mais en tout cas du fait qu'on souffre de la faim. Voilà, ça c'est la malnutrition. Oui. C'est presque aussi grave. C'est presque aussi grave. Les famines aujourd'hui, dans le monde contemporain, quand elles existent, c'est du fait des guerres. Elles sont causées par les guerres. D'ailleurs, malheureusement, l'arme de la faim est parfois utilisée délibérément dans certains conflits. Mais la famine, c'est-à-dire les gens qui meurent de faim, c'est quelque chose qui, en dehors des situations de guerre, a quasiment disparu. La malnutrition, vous avez raison de le dire, n'a pas du tout disparu, mais aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, la part de la population mondiale qui est mal nourrie a plutôt tendance à décliner, même si, et je vous rejoins là-dessus, effectivement, ces 2 dernières années, c'est plutôt une stabilisation. En tout cas, il n'y a plus de décroissance. 9e point, qui est lié aussi à celui-là, la très grande pauvreté, prenons un peu de recul, la très grande pauvreté a quasiment disparu du monde contemporain. Alors la très grande pauvreté, elle est définie aujourd'hui par les économistes comme l'équivalent à avoir au moins $2 par jour. Voilà, c'est ça. C'est évidemment un calcul qui doit être fait rétrospectivement. Quel était l'équivalent de $2 il y a un siècle? C'est pas simple, mais il y a des économistes des historiens de l'économie qui arrivent à reconstituer en gros ce qu'a été l'histoire de la très grande pauvreté. Et pour faire simple, au début du 19e siècle, c'est 80% de la population mondiale. 80%. Aujourd'hui, c'est à peu près 10-15%. Alors, c'est évidemment très insuffisant que ce soit encore 10 ou 15%. Mais il faut se rendre compte d'où on vient et surtout montrer pour l'avenir qu'il semble que, sauf catastrophe climatique ou géopolitique ou autre, sauf catastrophe, c'est quand même des tendances du développement qui montrent on va peut-être arriver au bout à bout de la très grande pauvreté dans les décennies qui viennent. La très grande pauvreté aujourd'hui, c'est essentiellement un problème africain et même un problème subsaharien. Il y a très peu de régions dans le monde dans lesquelles des situations de très grande pauvreté sont prévalentes. Et puis, tout dernier point,
À propos de l'Afrique, justement, il y a une peur qu'on entend beaucoup en Europe et en France en particulier, du fait de certains ouvrages à succès, c'est l'idée d'une grande migration de l'Afrique vers l'Europe. Alors ça fait peur. Ça recouvre une réalité, c'est-à-dire le fait que l'Afrique se développe, et parce que l'Afrique se développe, c'est justement pour cela qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent partir du continent, qui ont accès à un pécule de départ qui leur permet de sortir du continent. Mais l'idée d'une invasion migratoire africaine n'est absolument pas attestée par les études, les projections les plus sérieuses. Autrement dit, c'est vrai qu'il y aura de plus en plus de gens qui viennent d'Afrique et qui veulent s'installer en Europe, pas forcément prioritairement en Europe, d'ailleurs c'est plutôt l'Amérique et le Golfe et l'Asie du Sud les intéressent presque autant que l'Europe, mais cette idée d'une invasion migratoire inéluctable du fait de la pression démographique, cette idée est totalement fantasmatique et il faut se réjouir que l'Afrique se développe de plus en plus parce que à long terme, ça sera justement, il y a une sorte de courbe de l'équation développement-migration, il y a un moment où on y est, où le développement enrichit les populations, tout est relatif, leur donne la possibilité de partir à l'étranger, et puis à partir d'un certain niveau de développement, la tendance, la propension migratoire décroît, et ça on y sera, je pense, dans 20, 30 ou peut-être 30 ou 40 ans. Merci beaucoup. Merci parce que vous êtes pour l'instant parfaitement dans les temps. Je vous ai demandé un quart d'heure et vous êtes quasiment à la seconde près. Et on sent bien que dans ce que vous nous dites, Bruno Tertrais, certaines choses, c'est une vision du monde qui tranche effectivement avec celle qu'on a tendance parfois à voir, à écouter dans les médias et qui ne manquera sans doute pas de faire réagir les personnes qui nous poseront des questions tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers le père Thierry Magnin, même exercice dans le champ qui est le vôtre. Voilà, quelle certitude vous avez et puis quelle possibilité d'action collective ou individuelle vous entrevoyez? Dans le domaine du numérique. Alors je pense que ce qui est sûr, c'est que le numérique atteint toutes nos activités humaines. On s'en rend compte tous les jours. Si vous allez prendre évidemment un billet de train, d'avion ou autre, voilà, si on utilise son smartphone, et bien entendu on est branché et on vient de vivre un moment difficile de plusieurs confinements et on était quelque part bien heureux d'avoir ce numérique et cette communication numérique qui nous permet de rester en lien, en contact, même si on sait que ça ne remplace pas les relations humaines directes et que ce n'est pas si facile de passer de l'un à l'autre, de l'hybride comme on dit. Ça atteint tous les métiers, tous les métiers, ça bouleverse les métiers et quand on est dans le monde de l'enseignement, il faut non seulement qu'on puisse former bien sûr à l'utilisation, à une bonne utilisation des outils numériques nos étudiants, mais qu'on se projette aussi sur que vont devenir les métiers transformés par ce numérique. Alors, on connaît bien les effets déjà de la robotisation par exemple, qui continue de se déployer. Lorsqu'un chirurgien peut faire des opérations avec de la microchirurgie pilotée, commandée par ordinateur, là on est tous contents parce qu'on se dit qu'il va y avoir une précision extraordinaire et c'est superbe. Lorsque les robots remplacent les hommes, voilà, on sait bien que ça pose des énormes questions au niveau du travail. Lorsque des robots vont se mettre avec une tête de plus en plus humaine, on humanise les robots par exemple pour aider des personnes âgées à rentrer dans leur lit sans se casser la figure ou autre. On voit que là il faut apprendre à vivre avec des robots. On connaît bien le fameux test de Turing, quand est-ce qu'on a affaire à un homme ou quand est-ce qu'on a affaire à un robot dit intelligent. Voilà, on voit, ces questions ne sont pas d'aujourd'hui, elles se posent, elles continuent de se poser. Un journal concurrent et ami a réalisé cette semaine l'interview d'une intelligence artificielle. Voilà, voilà. Et donc, si vous allez voir le film Ex Machina, c'est un excellent film sur cette relation et il va falloir apprendre de fait à vivre avec des robots. On pense aussi, bien sûr, à la manière de transformer les métiers. Toute la jurisprudence, un juriste ne peut pas avoir dans la tête tous les cas de jurisprudence correspondant au cas qu'il est en train de traiter. Il est bien content d'avoir une intelligence artificielle qui traite des données et qui lui fournit un certain nombre de statistiques en fonction des... Voilà. Pareil, bien sûr, pour le médecin qui veut affiner son diagnostic pour
pour permettre justement d'avoir la meilleure thérapeutique pour son patient. Donc on voit d'énormes capacités, d'énormes intérêts de ce développement-là. Alors, évidemment, toute la question, ces questions éthiques, c'est ça qui est sûr aussi, c'est que ça continue de se développer. Hein. C'est que les puissances de calcul, alors, vont peut-être atteindre, dans certains cas, une forme de saturation, mais si l'ordinateur quantique, dont on parle beaucoup, qui ne marche pas encore, mais peut prendre le relais, on est dans des puissances de calcul faramineuses. Hein. Et alors... Je prends un exemple pour illustrer qui avait beaucoup marqué quand le champion du monde de jeu de Go avait été battu par la machine. En fait, ça fait évidemment beaucoup le buzz, comme on dit, mais ce n'est pas si extraordinaire que ça. C'est une prouesse technique, mais qui n'est pas vraiment dangereuse, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, la machine dite intelligente? En fait, au début, quand elle a joué contre le champion du monde, elle a perdu, mais elle a enregistré, et comme elle a une mémoire, alors je fais plein d'anthropomorphismes en parlant de la machine, comme elle a une mémoire, elle a fini par mémoriser toutes les belles combinaisons du champion du monde et d'autres, et comme elle calcule plus vite que notre cerveau, y compris celui du champion du monde, au bout d'un certain temps, elle a gagné. Bon, voilà, ça marque. Alors, par contre, dans le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui et du traitement des données, avec les fameux algorithmes, on passe progressivement de ce qu'on appelle les machines apprenantes, les machines apprennent, hein, avec le machine learning, et puis de plus en plus profondément, si on peut dire, le deep learning, avec des apprentissages supervisés et des apprentissages non supervisés. Donc là, évidemment, on a à la fois un développement assez extraordinaire de capacité de prévoir les évolutions possibles des systèmes qu'on analyse, mais avec un contrôle qui, jusqu'où on peut contrôler tout cela. Hein. Et puis, les algorithmes ont été jusqu'à présent très largement basés sur des équations mathématiques qui étaient censées représenter des phénomènes physiques, des causes physiques. Et puis, petit à petit, on quitte le mathématique pour le numérique. Alors, on peut numériser une équation mathématique, mais on peut avoir carrément un traitement de données qui ne passe pas par les équations mathématiques, qui est du purement numérique, qui est du statistique, où on cherche des corrélations sans connaître les causes. Alors, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant pour la prévision future, mais vous comprenez que si les causes nous échappent, si les phénomènes eux-mêmes nous échappent, vous voyez, on est en train de passer un peu du connaître pour faire, que j'ai connu quand j'étais un jeune étudiant-chercheur au CNRS, à faire pour connaître avec les technosciences, et les technosciences numérisées, toutes les simulations numériques magnifiques. Et maintenant, on pourrait aller vers le prédire pour faire sans connaître les phénomènes. Et là, vous voyez bien qu'il y a, jusqu'où ces technologies numériques qui sont appliquées maintenant dans tous les domaines de nanotechnologie, biotechnologie, neurotechnologie, hein, qui sont le maillon indispensable de leur développement et du développement industriel, jusqu'où ces technologies numériques assistent l'homme dans ses décisions, mais ils gardent la main, et jusqu'où, progressivement, il est plus ou moins piloté, surtout que la transparence des algorithmes est loin d'être évidente et qu'il utilise souvent une boîte noire. Donc, oui, des outils magnifiques de recherche, d'évolution et des outils pour prévoir plein de choses, le climat et beaucoup d'autres choses, magnifiques, jusqu'où on peut avoir une liberté, un recul, et jusqu'où on peut contrôler tout ça. Avec en toile de fond, bien sûr, les questions d'information, et on a tous en tête les réseaux sociaux, les algorithmes. Là, on a encore entendu chez Facebook et d'autres des problèmes, des questions posées. On se souvient de Cambridge Analytics, les fuites de données. Voilà. Donc, un besoin énorme d'éthique, un besoin énorme de régulation, justement. Alors c'est peut-être ça qu'on peut se dire. On va sûrement parler de ça, parce qu'effectivement la question de la régulation, alors notamment des réseaux sociaux, est très importante. Merci beaucoup encore une fois à tous les trois, parce qu'on a maintenant une petite quarantaine de minutes pour échanger.
entre nous, bien sûr, hein, la parole doit circuler, et puis on aura sûrement aussi l'occasion d'entendre des questions venant des personnes qui nous regardent. Peut-être commencer par une question qui concerne ce que vous nous disiez, Valérie Masson-Delmotte, c'est sur la question à un moment vous avez prononcé le mot de rupture technologique. Quand on parle du réchauffement climatique, on a une partie de nos concitoyens, une partie du public qui dit mais finalement au fond la technologie, le progrès peut nous sauver. Alors ce ne sont pas majoritaires ceux qui disent ça, mais certains comptent quand même beaucoup sur la technologie, sur les ruptures technologiques, notamment en matière énergétique. La climatologue que vous êtes accueille cet optimisme de quelle manière ? Alors en fait, moi j'ai co-supervisé plusieurs rapports du GIEC avec des collègues d'autres disciplines, en particulier un rapport qui portait sur les trajectoires qui permettraient de contenir le réchauffement à un niveau très bas. Et c'est très clair, hein, il y a un ingrédient majeur d'éléments technologiques avec des transformations nécessaires dans chacun des grands systèmes de production. Donc le premier, bien sûr, c'est l'énergie. Décarboner la production d'électricité, électrifier les usages finaux de l'énergie, électrifier les transports avec une électricité bas carbone, tout ça fait évidemment partie des solutions. Le deuxième volet, c'est l'industrie, où on a vraiment besoin de rupture. L'industrie lourde, la production de ciment, la production d'acier, arriver à le faire sans utiliser de charbon, en s'affranchissant des énergies fossiles, ce sont des défis considérables pour lesquels il y a un besoin de recherche, d'innovation sur le temps long pour parvenir à le faire. Mais il n'y a pas de visibilité là-dessus. Si, il y a des efforts qui sont engagés dans tous les secteurs d'activité. Ouais. Mais on sait que ça produira des fruits quand même. On sait que ça prendra du temps. On sait que ça prendra du temps. Décarboner le transport aérien, c'est quelque chose qui reste vraiment à l'état d'ébauche aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas demain que les avions vont voler de manière industrielle à l'électrique. Non, pas du tout. Oui. Et puis après, donc il y a tous les enjeux qui portent sur le secteur des terres, donc les manières de produire l'alimentation, l'augmentation du stockage de carbone dans les sols, une forme d'intensification soutenable pour préserver les écosystèmes. Tout ça font partie d'enjeux où il y a besoin de recherche agronomique, multiples, diversifiées, de l'expérimentation. Et puis, il y a les systèmes urbains et les infrastructures qui ont un rôle tout particulier parce qu'il y a un mouvement d'urbanisation majeur dans le monde, tout particulièrement dans les pays en développement, et que les systèmes urbains concentrent des infrastructures qui peuvent soit verrouiller des formes de vie très intensifs en utilisation d'énergie fossile, ou à l'inverse, permettre par le développement de l'efficacité énergétique, des mobilités alternatives à la voiture, au contraire, en fait, et par l'économie circulaire, d'éviter en fait très rapidement des rejets importants de gaz à effet de serre, sans parler du secteur du bâtiment, bien sûr, qui est aussi devant des défis considérables. Mais je n'ai pas terminé, parce qu'en fait, il y a toute une dimension de progrès technologique, mais il y a aussi toute une dimension de maîtrise de la demande. C'est-à-dire si on veut réussir vraiment rapidement à baisser les émissions de gaz à effet de serre, la technologie seule, elle ne suffira pas si la demande d'énergie continue à augmenter, y compris dans les pays développés, si la demande en protéines animales continue à augmenter et si la demande en matériaux non renouvelables continue à augmenter. Et donc il y a deux dimensions dans toutes les trajectoires qui permettent vraiment de contenir le réchauffement, les scénarios socio-économiques qui intègrent l'évolution démographique bien sûr. Il y a une dimension d'évolution technologique, on va dire, à construire, qui ne va pas forcément venir toute seule, qui a besoin d'être encouragée, accompagnée. Et puis il y a une dimension aussi, pour ceux qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande, qui est considérable. Bruno Tertrais, vous voyez réagir, et puis après j'aurai une question pour vous. Non, je crois que sur ces sujets, il y a deux types de résistance. Moi, je crois beaucoup à l'utilité du progrès technique pour... Et je crois que l'utilité du progrès technique a été démontrée depuis 200 ans pour régler les grands problèmes de l'humanité. Bon, bien, c'est une généralité, bien sûr, mais il y a deux types de résistances. Il y a des résistances culturelles, sociétales et des résistances politiques. Résistance culturelle et sociétale, quand on parle par exemple de l'alimentation, il y a un grand sujet qui sont les OGM. Bien, les OGM, il y a une résistance culturelle, sociétale dans beaucoup de parties du monde, y compris en Europe, sur le recours aux OGM, qui serait transformateur dans la manière dont on pourrait nourrir en abondance la planète. Résistance sociétale aussi sur le nucléaire, par exemple. Moi, je considère qu'on aura beaucoup de mal à freiner la demande, c'est-à-dire que le levier demande d'électricité sera extrêmement difficile à freiner, à utiliser, et que
Je crois qu'à moins de vouloir vivre dans une société autoritaire, il va falloir vivre dans une société dans laquelle la demande en électricité sera de plus en plus importante. Or, jusqu'à présent, le nucléaire, ça doit faire partie du portefeuille de la production énergétique si on veut être sûr de pouvoir disposer de manière fiable et sûre et en permanence d'électricité dans les pays développés. Donc vous voyez, il y a un premier type de résistance. Il y a un deuxième type de résistance qu'on a bien vu à la COP26, c'est la résistance politique. Vous avez des pays comme la Chine et l'Inde qui ont toujours dit, écoutez, vous avez pu bénéficier de votre développement, de votre modernisation en utilisant massivement des combustibles fossiles, laissez-nous le temps, nous, de nous adapter, nous ne sommes pas encore prêts, et donc quand on sera arrivé à un certain niveau de développement, on pourra en faire autant, et là la résistance est effectivement extrêmement forte. Alors il y a sûrement des leviers sur lesquels on peut jouer en Inde, par exemple, on parlait tout à l'heure de la pollution qui est un énorme souci, la pollution due aux combustibles de type bois, ou charbon, mais y compris par exemple en Inde, dans les campagnes indiennes, excusez du peu, c'est quand même 700 millions de personnes ou 800 millions de personnes, on se chauffe et on se nourrit à l'aide, en brûlant du combustible fossile. Alors ça crée un espèce de nuage noir d'ailleurs au sol, nuage brun plutôt d'ailleurs au-dessus de l'Asie du Sud. Je sais que de dire c'est pas forcément bon ou mauvais pour le climat, mais c'est mauvais pour les populations en tout cas. Et ça là-dessus, il y a encore des résistances politiques extrêmement fortes, notamment de la part de la Chine et l'Inde, qui sont quand même une grande partie de la population mondiale. Et par rapport aux bonnes nouvelles que vous donniez tout à l'heure, ce qu'on peut aussi mentionner, c'est si on assure un accès à une énergie moderne, propre, pour les populations qui ont un accès très limité, en fait, qui utilisent de la biomasse ou des choses comme ça, l'effet sur les émissions de gaz à effet de serre sera très limité. L'enjeu, c'est maîtriser là où les émissions sont très élevées. Déjà très fortes. Thierry Magnin. Oui, moi je pense que tout ça est très important à un niveau global, et puis ça va de pair, je pense, avec une forme d'éducation à la sobriété de consommation. Il me semble. Vous voyez, prenons un exemple sur la 5G, puisque voilà une question qui se pose. On va passer à la 5G, et je pense qu'on va y aller. On y est déjà d'ailleurs, mais il paraît que ça fait 1 an que ça existe dans certaines grandes villes en France, et que ce n'est pas un énorme succès commercial pour l'instant. Voilà. Mais techniquement, en tout cas, il y a des très bonnes conditions pour cela. Mais on ne sera pas tous obligés d'acheter tout de suite son nouveau smartphone, tous ensemble, pour consommer 10 fois plus avec la 5G. Si on n'est pas éduqué, par contre, c'est comme ça quand même le progrès scientifique. Le besoin, il est créé aussi par ce qui est mis sur le marché. Ça, je pense que c'est une forme d'éducation plus personnelle, mais qui est collective. C'est une éducation à la sobriété de consommation, sans perdre la joie de vivre, d'être branché, comme on dit. J'ai pas mal de questions, notamment pour Bruno Tertrais, mais finalement, on est quand même dans l'interdisciplinarité ici, et ça m'intéresserait de vous entendre réagir peut-être à l'exercice, j'allais dire l'exercice de style auquel vous êtes livré. C'était très important, vous avez peut-être forcé le trait sur l'optimisme, mais en tout cas c'était très intéressant, je vous le disais, parce que ce n'est pas une vision qu'on a l'habitude d'entendre, notamment sur la question des ressources. Vous aviez l'air de dire qu'au finalement la planète était suffisante aujourd'hui pour nourrir 10 milliards d'êtres humains, projection raisonnable pour 2100. Or, on n'arrête pas d'entendre, sur le plan du climat, en tout cas, ce sont deux choses différentes, qu'il n'y a pas de planète B. En tout cas, vous nous dites que sur le plan de la nourriture, de l'agriculture, le sujet ne se pose pas. Attention, s'il se pose, mais d'une autre manière. Bien sûr, il n'y a pas de planète B. Mais je vais élargir mon propos et après en limiter la portée. Du point de vue des ressources, le problème, la Terre n'est pas un récipient dans lequel on se sert sans compter et puis à un moment on se rend compte que le récipient est vide. C'est la technologie et le marché, le prix en particulier, déterminent la disponibilité des ressources. Si vous prenez par exemple, vous pouvez creuser dans la Terre, vous trouvez toujours des ressources, pour faire simple. Le problème c'est qu'à un moment ça coûtera tellement cher d'aller les chercher qu'il faudra faire autre chose, qu'il faudra substituer une technologie par une autre. C'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis des siècles. On a fait d'abord le bois, puis après le charbon, puis après le pétrole. Le problème n'est pas le manque de pétrole ou de gaz. En dehors des problèmes qui posent sur les émissions de gaz à effet de serre, le problème c'est tout simplement qu'il y a un moment ça devient tellement cher d'aller chercher le pétrole, c'est qu'on sera poussé à la substitution. De même pour les ressources en aliments. Il y a encore des terres arables non cultivées, il y en a à volonté dans le monde, à volonté entre guillemets. Il y en a. Donc le problème, ce n'est pas celui de la capacité globale de la Terre pris comme unité qui est en cause. Le problème, il est
c'est un problème de flux, pas un problème de stock, c'est un problème de distribution et d'exploitation, pas de ce qui est en stock sur la planète. Vous voyez, je limite considérablement la portée de mon propos pour dire que bien sûr, il y a des problèmes de ressources énormes dans beaucoup de pays et ça ne va pas s'arranger partout, mais ce n'est pas un problème de combien d'habitants la Terre peut-elle supporter. Ce n'est pas ça le problème. Peut-être un mot, et après on donnera la parole à nos amis Arnaud et Alice, qui se font les ambassadeurs de nos auditeurs. Allez-y. Oui, en 2019, on avait rendu un rapport spécial sur le changement climatique et l'utilisation des terres, compte tenu des enjeux croisés en fait, climat, sécurité alimentaire, préservation des écosystèmes, désertification. Et pour résumer, donc, ce qu'on montrait, c'est finalement que le système alimentaire actuel n'est pas soutenable, au sens par exemple donc ça conduit à une destruction croissante d'écosystèmes, une perte de biodiversité, des enjeux sur une gestion durable même des eaux fossiles dans certaines régions du monde. Et puis on a, c'est autour de 800 millions de personnes je crois qui souffrent toujours de sous-nutrition. On explique ce que c'est que les eaux fossiles, je ne suis pas sûr que tout le monde... Les eaux souterraines non renouvelées, oui. voilà. Voilà, celles qui ne sont pas... ce ne sont pas les nappes phréatiques qui se renouvellent renouvellement, c'est celles qui sont véritablement très profondes et qui sont très anciennes. Et celles-là, dès qu'elles sont exploitées, c'est un vrai problème. Et donc je crois qu'on a à peu près 800 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition, avec une petite augmentation récente, et 2 milliards de personnes qui souffrent de maladies chroniques liées au surpoids et à l'obésité. Donc on voit qu'en fait, de deux manières, on n'a pas en fait réussi à distribuer suffisamment correctement les pratiques alimentaires pour avoir quelque chose qui soit en termes de santé humaine correct. Et quand on rentre ça avec un climat qui se réchauffe et des conséquences contrastées selon les régions très froides, un allongement de la saison de croissance, à nos latitudes, des effets de stress de température et d'humidité des sols qui va continuer à baisser, et dans les régions tropicales, des enjeux majeurs, parce que autour de 2 degrés de réchauffement, on arrive vraiment dans des conditions nouvelles, c'est-à-dire il n'y a pas d'analogue. On ne peut pas aller chercher des semences qu'on va tirer d'un autre endroit plus chaud, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment ce côté de situation nouvelle très préoccupant. Un ordre de grandeur, on sait que le rendement du maïs diminue quand on a une température au-dessus de 35 degrés. C'est quelque chose qui est observé à assez grande échelle. En Afrique, par exemple, dans l'ensemble du continent africain, par demi-degré de réchauffement, c'est 15 jours en plus au-dessus de 35 degrés. Ça donne une idée du défi. Donc il y a des défis, bien sûr, de sélection, d'adaptation de semences. On n'y est pas aujourd'hui. Et donc on s'attend, dans l'état des connaissances actuelles, à avoir des baisses de rendement, y compris pour des céréales qui sont un peu critiques. Et ça, en fait, ça veut dire que plus le niveau de réchauffement est élevé, plus on peut amplifier des risques d'insécurité alimentaire quand les systèmes du marché ne vont pas être suffisants. Mais ça va dépendre du type de développement. C'est-à-dire si en fait on a un développement avec maîtrise démographique plus rapide, si on a un développement avec gestion durable du foncier, maîtrise de l'alimentation, des profils de consommation d'alimentation pour les plus aisés, et soutien aux revenus des agriculteurs les plus modestes, ça peut passer. On peut limiter en fait les risques sur l'insécurité alimentaire. Par contre, certains scénarios de freins sur les marchés mondiaux, par exemple, de consommation de produits animaux tirés à la hausse par les classes moyennes un peu partout, y compris dans les pays émergents, et de petits producteurs qui ont des revenus très contraints, une faible capacité d'adaptation, là, ça va être très compliqué.